Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous retrouver ce soir. Relance économique, équilibre régional, justice sociale. C'est sur ces 3 points que s'est basée la réunion gouvernement Wali samedi et dimanche. Aller vers une meilleure prise en charge des besoins socio-économiques territoriaux, c'est ce qui est demandé aujourd'hui dans notre pays. C'est du moins ce qui est ressorti lors de cette rencontre qui s'est tenue donc ces 2 derniers jours. La wilaya et la commune devront élaborer des plans de développement socio-économique pluriannuel en tenant compte de l'impératif de la valorisation des potentialités locales. Pour booster le développement local, faut-il encore lever les entraves liées à l'investissement? Le nouveau code d'investissement devrait d'ailleurs être promulgué avant la fin de l'année, d'ici le mois d'octobre. Pour ce soir, nous accueillons sur ce plateau Monsieur Chaban Assad. Bonsoir, vous êtes expert financier. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci pour l'invitation. Et nous avons également avec nous Monsieur Sami Agli, président de la Confédération nationale du patronat citoyen, la CAPC. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Et nous avons aussi avec nous par Skype depuis Tizi Ouzou, Monsieur Mohamed Achir, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur en économie à l'université de Tizi Ouzou. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors messieurs, première question, il ne peut y avoir de relance économique aujourd'hui sans relance de l'investissement local. La question est posée. Tout à fait. Moi je pense que aujourd'hui, on ne peut prétendre au développement national. L'Algérie n'est pas l'Algérie et la question du développement local est une question primordiale. Elle a un sens important et elle a surtout une importance vitale pour la population locale, pour tout ce qui est déjà développement local, développement économique, développement social et ancrage humain. Toutes ces questions, c'est des questions très importantes et indispensables au développement tout azimut national. Quand on parle de plan de gouvernement national, plan de relance économique, économie nationale, nationale ne couvre pas que les grandes villes. Hein. Oui. L'Algérie grande par sa surface et puis, on cherche un équilibre régional. Tout à fait. Le but, c'est justement de créer de la richesse d'une manière équitable et équilibrée dans justice sociale. Dans toute l'Algérie, et dans le but suprême, et la justice sociale dans tous les pays du monde aujourd'hui, mettre comme priorité absolue. C'est ça, c'est mettre le citoyen au cœur des préoccupations. Aujourd'hui, le développement local est une priorité à laquelle il faut donner de l'importance, à laquelle il faut donner des moyens aussi, parce qu'il faut pouvoir aussi prendre des décisions, agir sur le terrain, appliquer ces décisions. Exact. En fait, je pense qu'il faut corréler d'une manière, on va dire, importante les taux de chômage dans les différentes wilayas du pays, avec les moyens qu'il y a lieu de mettre dans chaque région, ou dans chaque wilaya, ou dans chaque, on va dire, région. Pourquoi c'est important? Tout simplement pour créer de la richesse, pour aider les entrepreneurs, éventuellement dans des régions reculées, justement pour construire leur entreprise. Et heureusement, il y a certains mécanismes financiers, on va dire, qui pourront être utilisés pour justement développer leurs entreprises. Il y a certains outils qui viennent de la finance publique, donc qui peuvent être utilisés. Il y a aussi l'importance de développement du réseau bancaire, justement pour aider le développement de ces régions à travers le pays. Parce il y a des régions dans le Grand Sud qui ne disposent pas d'agences bancaires, carrément. En fait, nous avons fait un calcul. Actuellement, le réseau bancaire algérien est constitué, on va dire, de 1690 agences, selon les derniers chiffres qui ont été donnés par le Premier ministre. En fait, la norme mondiale, c'est une agence pour 10 000 personnes. Chez nous, c'est une agence pour 26 000 personnes. Si on va rapporter ça à la population algérienne, donc il faut disposer de 4 400 agences. Si on garde le niveau actuel de création d'agences, on est à 40 par année, l'année 2020, donc il nous faut 69 ans. Pour entrer dans la norme mondiale. Donc c'est pour ça qu'il faut aller vers l'étoffement du réseau bancaire. Et c'est pour ça que c'est lié un peu au fait que la Poste doit devenir une banque dans les plus brefs délais, parce qu'elle a un réseau justement de presque 4000 bureaux de poste. Donc si on transforme rapidement la Poste en banque, ça va permettre rapidement de faire face aux besoins de créer des nouvelles agences pour ramener le ratio à la norme mondiale. Donc quand on dit moyen,
Donc il y a les moyens un peu de la finance, on va dire classique, qui viennent justement de l'accompagnement du secteur bancaire à ces régions, à ces wilayas et les différentes communes qui les constituent. Il y a aussi les moyens de finances publiques. On a détecté dernièrement ce qu'on appelle les fonds de wilaya, donc qui ont été, on va dire, affectés aux différentes wilayas depuis 2016. Donc via les fonds d'investissement publics, on a découvert, étonné, qu'un niveau d'utilisation de ces fonds pour l'Istithmar, donc on va la citer, de 0,36% d'utilisation de ces fonds. Et la meilleure, c'est Finalep qui utilise à peu près 26%. Pour Sofinance, on n'a pas encore l'information. Et malheureusement, les fonds qui ont été décidés d'être créés pour la BNA et la BH, si mes souvenirs sont bons, n'ont pas été encore créés. Alors que c'est le meilleur moyen, justement, de financer le développement local. Les États-Unis se sont développés avec les fonds d'investissement. Il y a des études d'un point de vue local. Vous imaginez, les États-Unis, c'est grand. Donc, dans chaque région, il y a des fonds d'investissement qui, justement, accompagnent. C'est ça, décentraliser, délocaliser. Monsieur Achir, vous avez entendu à présent Monsieur Assad qui a, je rappelle, un cabinet spécialisé dans le diagnostic financier, l'évaluation des entreprises et le pilotage de la performance financière. Ces fonds de wilaya auxquels on reproche souvent de ne pas finalement servir pour les projets dans lesquels ils ont été inscrits. Quel est votre avis sur la question ? Fonds de wilaya. Ils étaient lancés en 2009. Après, il y a eu un début de texte en 2011. Ensuite, il y a eu la création de 6... Enfin, ils étaient donc attribués à 6 banques publiques, entre autres Finalep et Sofinance, pour pouvoir concrétiser le financement de ces fonds de wilaya, parce que le problème s'est situé en amont. On voulait faire du capital investissement ou du capital risque avec des fonds de wilaya. 48 fonds de wilaya, dotés chacun de 100 milliards de centimes. Mais en fin de compte, le mode de financement par le capital investissement, au sens général, ou par le capital risque, est tout à fait différent de la culture bancaire, de la notion du crédit bancaire, parce que c'est un financement par prise de participation dans le capital social des entreprises, ou c'est un financement aussi des idées, c'est-à-dire on peut financer même à travers un business plan, on peut financer des idées, notamment les startups. D'ailleurs, le meilleur financement adéquat aux startups, c'est des fonds d'investissement de wilaya, ou même au sens large, les sociétés de capital investissement ou de capital risque. Donc, en fin de compte, d'abord, il y a eu un problème par rapport aux sociétés de capital risque captives, c'est-à-dire qui sont créées directement par les banques publiques, la BNA, la PEA, etc. Finalep, moins dynamique, quoi qu'il a été créé, cette institution créée en 1990 pour le capital investissement, Sofinance également. Donc, c'est timide. Il y a eu quelques projets, certes, financés par Finalep et Sofinance, mais sur le terrain, la pratique même du financement par le capital risque souffre d'ambiguïté. D'ailleurs, il faut revoir même la loi 06-11 relative à la société de capital investissement, promulguée en juin 2006, parce qu'il y a beaucoup d'insuffisances dans cette loi, et notamment par rapport, c'est-à-dire aux avantages fiscaux qu'il faut accorder à cette pratique de financement du capital risque, par rapport aussi au rôle de la bourse, par rapport à la transmission des parts sociales, une fois que, c'est-à-dire une partie qui a financé, comme Finalep ou Sofinance, ou une banque avec sa société captive, lorsqu'il se retire du capital, il faut qu'il trouve un marché boursier de transmission de ses parts sociales. Donc, on peut dire que c'est tout un système qu'il faut développer qui sort de la culture bancaire, parce que la banque, elle s'intéresse aux garanties, elle s'intéresse à la présentation des bilans excédentaires, bénéficiaires. Par contre, la société de capital risque, on peut financer un jeune étudiant qui ramène un business plan et le matérialise sur le plan opérationnel, sur le plan technique, et le justifie et présente une rentabilité future, et on le finance sans pour autant lui demander des garanties. Et comme il a été cité, justement, dans les pays développés, comme les États-Unis d'Amérique et la Silicon Valley, a été financé par ce mode de financement par le capital risque ou le fonds d'investissement.
Merci, Monsieur Haché. On l'a vu lors de cette réunion gouvernement Wali, des directives très précises ont été données par le président de la République, des directives que l'on connaît. Aujourd'hui, on connaît les entraves liées à l'investissement. On demande aujourd'hui au Wali d'agir plus rapidement, plus efficacement, de trouver d'autres ressources financières, de créer de la richesse, d'ouvrir ses portes aux investisseurs, de libérer le foncier qui est un véritable problème. Aujourd'hui, les points importants sont connus. C'est l'application qui met du temps à se mettre en place. Tout à fait, cette incompréhension liée à la lourdeur parfois administrative ou la lourdeur de l'application des directives tout simplement. On découvre que finalement la bureaucratie elle a plusieurs formes. Vous savez, elle a une forme directe et elle a une forme aussi interne à l'administration elle-même. C'est que l'incompréhension de la part des acteurs économiques, des citoyens, pourquoi à très haut niveau le cap est donné, la vision est claire. Et parfois, les déclarations ne sont pas réellement ressenties sur le terrain. Et je pense que ce gap-là, il faut le combler. C'est un peu comme les lois qui ne sont pas suivies par les textes d'application un petit peu. On a vécu ça les dernières années. Les différentes, heureusement qu'aujourd'hui, les plus hautes autorités du pays sont claires sur cette question, à savoir la stabilité juridique et réglementaire est une priorité. Et surtout, chaque texte qui est censé sortir doit être accompagné avec l'ensemble de son arsenal pour l'exécution en fait, des lois, textes d'application et autres. Moi, je pense que c'est une nouveauté qu'il faut l'apprécier à sa juste valeur et puis lui donner l'importance qu'il faut. Ce qui est demandé aujourd'hui, c'est un peu des réformes à tous les niveaux, tous les organismes qui touchent un peu le secteur économique. Le gouvernement s'apprête aussi à examiner tous les dossiers d'investissement qui sont cumulés, qui sont en suspens. On parle de ce code d'investissement qu'on attend depuis très longtemps, qui doit être prêt d'ici ou promulgué d'ici octobre ou en tout cas avant la fin de l'année. Qu'est-ce qui est attendu de ce code d'investissement aujourd'hui ? L'attente elle est importante car c'est un code d'investissement qui va un peu abroger celui de 2016 et ça va être le nouveau code d'investissement qui est censé un peu accompagner ce plan de gouvernement, ce plan très ambitieux qu'il faut avoir bien sûr tout l'encadrement juridique et réglementaire et surtout sécuriser les investisseurs locaux ou internationaux. Aujourd'hui nous travaillons avec dans ce dispositif économique mondial et nous voyons un peu comment cette concurrence entre pays elle est en train de s'accentuer et ce code d'investissement aura aussi la responsabilité quelque part de pouvoir rendre l'Algérie une destination attractive et non pas répulsive. Avec ce code est censé être réellement une vraie réponse à toutes les questions qui sont posées par n'importe quel investisseur ou n'importe quel investisseur, soit algérien ou étranger. Pour venir ici, il n'y a pas de différence. Une fois le capital devient capital national, il faudrait pouvoir le préserver, l'accompagner dans les faits et surtout le sécuriser avec un cadre réglementaire. Ces questions, je reviens encore une fois sur le code d'investissement. Ce code d'investissement est attendu et surtout, il ne faut pas décevoir, il ne faut pas qu'il va décevoir un peu toute la communauté économique qui attend énormément de changements. Vous avez des idées sur ce qu'il va comporter? Vous avez eu à le pas voir? du tout. Moi, je vois un peu ce qui est porté dans le plan de relance économique, dans le plan du gouvernement, les grosses annonces. Je pense qu'il va, dans les faits, apporter et répondre à ça. Et surtout, au-delà de tout ça, c'est qu'il y a un programme aujourd'hui du président de la République qui s'applique à travers ce plan de gouvernement et il va s'appliquer dans les faits, dans la pratique, dans l'opérationnel, avec ce cadre réglementaire, à travers le code d'investissement, les textes d'application, les textes de loi qui vont régir toute cette arsenal. Mais le but de tout ça, c'est de rendre encore une fois, reprendre l'activité économique et que ce renouveau économique soit acté et soit ressenti dans les faits et que les changements au niveau de l'acteur économique, n'importe, vous parlez de développement local, toutes les wilayas aujourd'hui doivent répondre d'une manière, je dirais, très rapide à toute demande d'investisseurs et à tout projet d'investissement. Reprendre le traitement des dossiers au niveau local, ça qu'on appelle CalPIREF ou Amphi, mais il faudrait en urgence répondre à cette demande qui, pour rappel, ça fait près de 2 années maintenant que les choses traînent et sont bloquées pratiquement. L'attente est énorme. Est-ce qu'on sait, après sur ce code d'investissement, est-ce qu'on a tracé déjà le modèle économique que l'on veut développer? En fait, le plan d'action qui a été défini, il est clair. Donc, on remarque que on sait quel cap il faut prendre.
on a mis en exergue que le chantier nodal est la réforme du système bancaire et financier, hein, et puis aussi la réforme du secteur public économique par champ. Donc c'est les deux points que nous avons détectés qui sont mis en valeur dans le plan d'action, en plus du développement de tout ce qui est écosystème des startups. Et puis tout ce qui est finance climatique, c'est-à-dire dans le sens la transformation énergétique, les énergies renouvelables, etc. Et c'est normal. Et puis l'industrie minière aussi. Il y a ce point-là aussi qu'on retient, c'est-à-dire les éléments significatifs dans le plan d'action. C'est les 4 points que nous avons retenus à sa lecture. D'un point de vue financement, la dotation financière pour le financier a été définie. Donc, elle tourne autour de 2100 milliards de dinars. Donc, à travers un mécanisme financier qui constitue, en fait, c'est la Banque d'Algérie qui va injecter, on va dire, cette trésorerie dans le secteur bancaire via la garantie des bons de trésor qui ont été émis en contrepartie des crédits syndiqués. En fait, c'est un peu technique, mais on va dire qu'il y a de la liquidité qui va être injectée dans le secteur bancaire pour financer, on va dire, toutes les parties du plan d'action. Donc, par rapport à ce point-là, pour revenir au code des investissements, donc, nous souhaitons une certaine clarté dans ce code d'investissement. Et surtout, les textes d'application sortent avec le code d'investissement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de l'ambiguïté. Et puis, ce qu'attend en tout cas le secteur privé, même secteur public d'ailleurs, c'est qu'il y ait une clarté dans le texte. Pas d'ambiguïté pour que... C'est pas de vide, c'est sur les vides juridiques. Pas de vide pour que les choses fonctionnent. Qu'il y ait moins de bureaucratie, plus de facilité d'investissement. Maintenant, pour revenir à l'aspect financier, le risque que nous avons détecté, et j'espère que ce risque-là sera maîtrisé, c'est l'affectation de ces ressources bancaires qui vont être injectées. Parce que si nous continuons à appliquer les ratios antérieurs, c'est-à-dire que ces 50% de ces fonds aillent ou l'avant, pardon, dans l'assistance du secteur public économique, nous risquons de nous retrouver avec les mêmes défaillances. Pourtant, selon les statistiques qui datent de quelques années, le secteur privé participe à hauteur de 84% du PIB au hydrocarbures. Donc logiquement, on doit trouver cela dans l'affectation des ressources, alors qu'on se retrouve avec un taux parmi les plus bas, on va dire au niveau de la région MENA, à peine de 25%, alors que la moyenne, déjà à l'instar de notre voisin tunisien, qui se situe à hauteur de 33%, l'exemple égyptien à hauteur de 68%. Donc il faut réfléchir que cette affectation de ressources bancaires aille justement vers ce plan d'action. Il faut qu'il y ait une cohérence avec ce plan d'action, que ça aille vers l'industrie minière, que ça aille vers les start-up, que ça aille vers le secteur, on va dire, de la transformation énergétique, etc. Il y a aussi le point de la réforme bancaire sur lequel... La réforme bancaire, on en parlait, on va encore en parler. C'est pas quelque chose qui va être financé. C'est pas quelque chose qui est financé par le... Il faut trouver aussi d'autres ressources de financement, peut-être, on en reparlera encore après, en deuxième partie de l'émission. Monsieur Hachir, donc finalement, nous devons en urgence débloquer l'investissement par une politique attractive, une stabilité des textes réglementaires, ce qui a été répété sur ce plateau et d'ailleurs à chaque fois que l'on entame le sujet de l'économie, une gestion rapide des dossiers, un accès facile aux fonciers, un régime fiscal souple et un contrôle a posteriori. C'est ce que vous recommandiez, Monsieur Ossegli, également, dans vos différentes déclarations. Aujourd'hui, il faut débureaucratiser tout cela, essayer un peu de canaliser tout cela dans des institutions, réformer toutes les lourdeurs qui se cachent derrière pour réellement pouvoir investir, finalement passer à l'acte, passer à l'action. Tout à fait, c'est ça, c'est-à-dire qu'il pourrait recréer une certaine confiance pour les investisseurs, que ce soit des investisseurs nationaux résidents ou bien des investisseurs étrangers. Parce que créer un cadre juridique stable et un cadre institutionnel intelligent qui encourage et qui facilite l'acte d'investir, c'est justement relancer l'économie et relancer la croissance économique. Parce que jusqu'à présent, nous avons certes des lois, mais c'est des lois qui ne sont pas intelligibles, parfois difficilement à comprendre,
Et nous avons un problème d'intersectorialité en termes aussi de loi, c'est-à-dire tous les départements ministériels ne sont pas tous au même niveau d'information en termes déjà juridiques par rapport aux lois existantes. Rajoutons à cela, bien entendu, l'absence de texte juridique. Donc, l'insécurité juridique est une entrave. Nous avons un petit problème de connexion. Alors, oui. À l'entrée direct étranger. Oui. Donc, l'investissement, je dirais que l'insécurité juridique pose beaucoup de problèmes. Donc, il faut régler ce problème d'insécurité juridique. Il faudrait également construire des institutions véritablement économiques, c'est-à-dire avec des approches économiques. C'est-à-dire, nous avons une administration qui intervient dans l'économique, des collectivités locales, des départements ministériels, etc. D'accord, il y a de la régulation qu'il faut faire, c'est normal, mais il faudrait y aller dans le sens, c'est-à-dire intelligent, de libéralisation de l'acte d'investir. C'est-à-dire, lorsque, par exemple, on soumet une activité artisanale parfois, mécanique, tôlerie, etc., il faudrait 13 signatures pour avoir l'autorisation d'exploitation. Donc, beaucoup d'entraves liées à l'administration. Donc, cette administration doit se transformer en administration économique. C'est-à-dire, il doit avoir une vision managériale, il doit avoir une vision de développement économique national, donc il doit jouer le rôle de facilitateur et non pas, c'est-à-dire, je dirais, de blocage dans certains cas de l'investissement. Donc, c'est toute une culture. Et là, je suis tout à fait d'accord avec vous lorsque vous parlez d'un modèle économique. Et en fin de compte, il faut un code des investissements, d'accord. Il faut que ce code-là soit intersectorial, il faut qu'il s'intéresse aussi à la question, bien sûr, de la régulation de l'investissement et la question de la durabilité de l'investissement, que ce soit national ou des investisseurs étrangers, mais il faut surtout que ce code soit inséré dans une vision d'un modèle économique national. Oui. Et c'est ça justement qui reste à contraster. C'est ce modèle de développement économique. Et il faudrait, parce que nous avons le plan d'action du gouvernement, d'accord, mais c'est des actions, c'est un plan d'action, ce n'est même pas un programme, c'est un plan d'action. Et tout ça, il faudrait justement le mettre dans une vision globale, une vision à long terme. Et cette vision globale à long terme, qui s'appelle la planification stratégique, qui doit être déclinée justement dans un modèle de développement économique. Merci. La planification stratégique, d'ailleurs qu'il n'y ait pas un département dédié à cela. On parlait tout à l'heure des garanties dont avaient besoin les banques, mais l'investisseur a lui aussi également besoin d'être protégé, de se savoir protéger, avoir lui-même des garanties. Tout à fait, en fait, c'est tout ce qu'on est en train d'échanger avec mes collègues ici sur cette question. Quand on parle de cadre réglementaire, ça garantit quelque part la décision d'aller ou pas investir dans cette destination ou marché, aux régions. Tout ce qui est régi à travers la loi, à travers le système financier, à travers la clarté aussi des mouvements du capitaux. Aujourd'hui, on est dans une mondialisation incroyable à travers le numérique, le digital qui impose avec tout son poids des changements. On est en train de voir l'économie mondiale changer. Il y a quelques années, le monde était dirigé ou dessiné quelque part par les grands groupes industriels et financiers. Depuis quelques années, c'est l'économie rapide, c'est les entreprises basées sur l'Internet, c'est les GAFA et les autres en Chine et dans tous les pays. On est en train de voir émerger une autre catégorie d'entreprises qui devient quelque part les leaders des marchés. Ils sont en train complètement de peser tout leur poids sur ce nouveau rééquilibre un peu mondial de l'économie. Et l'Algérie, en fait, nous sommes membres de cette organisation mondiale. Mais les entreprises sont encore fermées sur elles-mêmes en Algérie. L'intérêt, justement, c'est comment accompagner ces talents, comment cette jeunesse qui a émerveillé le monde, cette jeunesse qui, encore une fois, porte des start-up, porte des idées qui n'ont rien à envier à ce qu'on trouve ailleurs, mais les accompagner d'une manière concrète et d'une manière, encore une fois, réaliste. Ce n'est pas les idées qui manquent, en fait, c'est l'accompagnement derrière. Tout à fait. En fait, l'intérêt de toutes ces lois, de tout cet arsenal juridique, de tout ce code d'investissement, c'est d'être réaliste.
c'est d'être refléter la réalité que vit l'entreprise. C'est bien de donner des chiffres, c'est bien qu'on annonce tout ça, c'est très bien et c'est attendu et tant mieux, c'est à encourager. Mais le fait de le voir encore appliqué, c'est là où on rend réellement la confiance et on reprend réellement le lien avec la reprise de confiance économique, confiance d'investir. Aujourd'hui, le gestionnaire a quand même peur d'agir ou il n'y a pas de prise de risque. On parle de dépénalisation de l'acte de gestion. Il en a parlé lui-même, le président de la République, lors de la rencontre. Il faut y aller maintenant. Aujourd'hui, il faut libérer l'initiative, libérer de toute entrave, tout en maintenant des systèmes de contrôle autres qui pourraient protéger le gestionnaire. Oui, exactement. Donc, en fait, les garanties qui ont été apportées par rapport à la dépénalisation de l'acte de gestion, donc tout ce qui est, en fait, on va dire, lettre anonyme et on va dire... Là-dessus, ils ont été clairs, ça ne sera plus accepté. Il n'y aura plus l'acceptation on va dire, de cette dénonciation. Donc, c'est au niveau central qu'il y aura le contrôle, que ce soit des entreprises publiques, que ce soit, on va dire, des managers, on va dire, des institutions publiques, c'est-à-dire les Wali, les présidents d'APC, etc. C'est une garantie importante, mais maintenant, elle doit être suivie par l'action, c'est-à-dire la balle est dans le camp maintenant des managers des entreprises publiques et des managers des institutions publiques. C'est-à-dire, il n'y a plus cette entrave. Donc, nous espérons avec la venue aussi du Code des investissements, qui sera, espérons encore clair, ça va ramener un cercle vertueux. Voilà. Alors pour vous, Monsieur Agli, il est important de commencer par la suppression des autorisations qui peuvent favoriser un nid de corruption. Tout à fait, je reviens rapidement à la dépénalisation pas de l'acte de gestion. En fait, c'est la faute de gestion qui est dépénalisée. Parce que parfois on fait cette confusion, mais c'est la faute de gestion. C'est la faute de gestion, absolument. Mais c'est la faute réellement qui pose problème. Et c'est pour ça qu'il faut encadrer, il faut préserver tout ça. Oui, je reviens à votre question. Moi, mon avis, aujourd'hui, le modèle économique basé sur l'agrément, la licence, l'autorisation, en fait, il a prouvé quelque part son échec. Parce qu'on rentre en fait dans cette perte de temps administratif qui coûte très cher. Qui n'est pas pris en compte. Qui coûte très cher au Trésor, premièrement. Coûte très cher, parce qu'un manque à gagner sur le paiement de l'impôt, sur la création de richesses, c'est un manque avant tout au Trésor. Parce que cette politique-là, je dirais, si on veut changer de modèle économique, on doit passer à tout prix vers la question du contrôle a posteriori. Parce qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une rigidité avant l'acte d'investir. Et il suffit qu'il y ait on ramène 99% du dossier, mais il suffit qu'il manque un document, que le dossier est rejeté et n'est plus recevable. La question aujourd'hui, si l'intention d'investir est là, le fait d'avoir l'intention de porter un projet dans une région, il faut l'accompagner, il faut écouter. Parfois, il nous manque un document. Mais on a le temps de rentrer en exécution, le projet, de lancer le projet, de rentrer en exploitation, ça prend du temps. La question du contrôle a posteriori doit être une question qui a inculqué, parce que c'est nouveau chez nous. On a toujours été habitué sur l'administration. Il ne faut pas aussi la diaboliser sur cette question. C'est un peu le canevas administratif. Un agent au niveau de l'administration, il répond à son canevas. Aujourd'hui, le code d'investissement doit réellement répondre à cette question. Cette question rendra la confiance et va relancer la création d'entreprises, que pour rappel, il nous manque en Algérie au moins 1 million d'entreprises à créer. 1 million d'entreprises à créer. On ne compte pas les entreprises qui ont fermé pendant cette crise-là, mais en temps normal, on est déficitaire d'1 million d'entreprises pour arriver à un standard un peu des économies qui sont similaires aux nôtres. Et il faut y aller vers ça. 1 million d'entreprises, c'est un grand défi. Il faut un écosystème très clair, attractif, une réglementation qui accompagne le chef d'entreprise, qui préserve, qui incite le chef d'entreprise à créer de la richesse. Toutes ces questions, c'est des questions réalistes, encore une fois. Ce que vit l'entreprise, en fait, l'administration, à travers les différents textes qui sortent, les différents codes d'investissement et autres, en fait, ont leur responsabilité de répondre à la réalité que vit le chef d'entreprise. Ce pas des textes, parfois, on découvre des lois qui n'ont rien à voir avec le vécu et la réalité que vit l'entreprise. Et c'est cette
je dirais, parfois distance qui sépare l'acteur économique qui est sur le terrain de l'administration centrale parfois, qui ne connaît même pas qu'est-ce qui se passe sur tel secteur ou tel secteur, qu'il faut à tout prix supprimer pour rapprocher en fait les idées. Parce que le but, encore une fois, le but est commun. Notre intérêt et notre destin, il est commun. C'est le pays, c'est l'économie nationale. On doit avoir cette conscience collective, mais dans les faits et sur le terrain. Alors justement, hein, Monsieur Achir, on l'entend hein, selon dans vos déclarations, les déclarations des chefs d'entreprise, souvent on appelle les pouvoirs publics aussi à sauver l'entreprise privée également, à l'inclure dans ce programme. Aujourd'hui, sauver l'entreprise, c'est sauver les emplois, c'est sauvegarder le pouvoir d'achat, Monsieur Achir. Il faut une politique spéciale également pour aider les entreprises, surtout qu'elles ont traversé des crises financières avec la crise du Covid, la crise que l'on a connue auparavant. Il faut une politique spéciale envers les entreprises. Mais bien sûr, surtout avec la crise sanitaire de la Covid-19. Il faut rappeler que dans un secteur comme le BTPH, il y a eu pratiquement environ 4000 entreprises qui ont déposé le bilan. BTPH, le tourisme, qui ont été à l'arrêt. Plus de 1 300 000 personnes aussi. Et il faut rappeler que c'est justement l'entreprise privée, c'est la petite et moyenne entreprise qui emploie emploie en Algérie environ 7 millions de personnes d'une population active. C'est la majorité, je pense, dans le tissu économique. Oui, c'est 7 personnes sur 10. C'est l'entreprise privée et la petite entreprise, surtout la très petite entreprise qu'on ignorait à un certain moment, mais qui constitue quand même un gisement d'emploi. Donc il faut qu'il y ait une politique spécifique d'aide à ces entreprises pour au moins récompenser un peu leur situation de perte depuis la crise sanitaire. Il y a une étude qui a été faite par le CRIAD dans laquelle l'enquête a constaté une perte de pratiquement de 50% du chiffre d'affaires dans plusieurs secteurs des entreprises. Donc, les entreprises ont perdu plus de 50% de leur chiffre d'affaires. Il y a des secteurs qui sont pratiquement à genoux, comme le secteur de transport, par exemple. Donc là, l'État, effectivement, on a vu quand même l'intervention de l'État pour un peu assouplir un peu les effets de cette crise, etc., des transferts sociaux, les 30 000 dinars, c'est-à-dire les périodes de confinement, mais il faudrait une politique maintenant spécifique pour les entreprises, surtout la très petite et la moyenne entreprise, parce que c'est des gisements d'emploi et on a constaté à travers nos observations quotidiennes que ces petites entreprises qui sont dans les services, qui sont dans le tourisme, qui sont dans la petite production, tournent maintenant, c'est-à-dire au minimum. Ils ont même dû réduire leurs effectifs. Beaucoup ont mis la clé sous le paillasson, hein. Beaucoup sont en difficulté. 10 personnes et on le retrouve maintenant, on emploie 4 personnes. Donc, ils sont obligés de réduire leurs effectifs parce qu'il y a une perte de chiffre d'affaires et il y a aussi un manque à gagner. Maintenant même, le taux de consommation nationale a baissé en termes macroéconomiques. Donc, il y a quand même des restrictions en termes de revenus. Donc, il faut les sauver parce que les sauver avec des politiques d'incitation fiscale, par exemple, il faut des stimulus pour la croissance, donc sur le plan des charges sociales, sur le plan des charges fiscales, mais aussi sur le plan des charges financières, de endettement. Donc il faut... On parle même d'amnistie fiscale pour certaines entreprises. Vous le développerez, hein, Monsieur Agli. C'est votre proposition, du moins. En fait, ce n'est pas uniquement ma proposition. On a partagé ça avec plusieurs experts, que quand on dit amnistie, encore une fois, il ne faut pas rendre ce concept général. C'est pour une catégorie d'entreprises. Notre ami, il parle de TPE. Rappelez-vous, les TPE-PME représentent 95 à 97% de tissus des entreprises algériennes. Et dans beaucoup, vous malheureusement... 7 personnes sur 10... Ah oui, 7 personnes, c'est créé par le privé, par le secteur privé. Et
encore une fois, il y a des catégories d'entreprises aujourd'hui. Il faut parler de sauvetage. La question du sauvetage s'impose. C'est des TPE qui n'ont pas, encore une fois, la trésorerie qu'il faut, les moyens, ils n'ont pas le plan de charge pour pouvoir faire face plus longtemps à cette crise-là. Beaucoup déjà ont pratiquement disparu ou sont à l'arrêt. Et il faut à tout prix parler de questions de retour en activité de ces entreprises-là. Elles sont tellement endettées aujourd'hui. C'est-à-dire qu'avant de penser à développer d'autres entreprises, aujourd'hui, il faut sauver ce qui existe. Les deux. Oui, il faut sauver celles qui existent, mais il faut faire un peu le ménage. C'est-à-dire il faut évaluer le secteur privé. Actuellement, il y a des entreprises qui ne rentrent pas dans le plan stratégique, dans le secteur privé. Donc celles-là, elles doivent s'en sortir tout seules. Donc il faut réfléchir un peu à évaluer le secteur privé, la partie actuelle, ceux qui existent actuellement, et qui malheureusement consomment plus d'importations, consomment plus de ressources bancaires sans qu'il y ait la création de valeur, le marché, il est impitoyable. Éventuellement, elles doivent être soit changer de business model, soit disparaître. Celles qui doivent rester, c'est celles qui sont résilientes et celles qui entrent dans le plan d'action stratégique, c'est-à-dire réduction des importations, augmentation des exportations hors hydrocarbures, etc. Maintenant, il faut réfléchir à des nouveaux business models qui, justement, rentrent dans ce plan stratégique. Remplacer les importations, booster les exportations, celles qui combattent le chômage. Et pour cela, il faut, comme vous avez dit, trouver les sources de financement. Bon, les sources de financement bancaires classiques, elles ont été définies. J'espère qu'il y aura la bonne affectation. Il y a d'autres sources de financement. On parle du factoring. Nous avons réalisé au niveau du cabinet la note sur le factoring qui a été remise aux autorités pour justement booster si vous pouvez nous l'expliquer, pour expliquer aux téléspectateurs. En fait, le factoring, c'est très simple. En fait, le facteur, qui est généralement une banque ou un établissement financier, achète les créances que les entreprises ont sur leurs clients. Bien sûr, donc après, lorsque l'échéance arrive, donc le client ne paye pas le fournisseur, il paye le facteur. Bien sûr, il y a une commission qui est prise. Pourquoi c'est important? Parce que quand on regarde au niveau international, durant l'année 2020, le niveau de factoring au niveau mondial a baissé. Pourquoi? Parce qu'en fait, les États ont assisté le secteur économique. En fait, pendant 10 ans, il a connu une croissance importante. Mais l'année 2020, il a connu une baisse. Pourquoi? Parce que l'État a assisté le secteur économique. Chez nous, malheureusement, il n'y a pas eu d'injection de liquidité durant la crise du Covid. Donc le factoring permet justement de financer les délais de paiement en Algérie qui sont extraordinaires. Donc malheureusement, les entreprises supportent des délais de paiement importants. Donc le factoring, justement, permet d'injecter de la liquidité dans le secteur économique. Donc les choses avancent bien. Donc il y aura bientôt, j'espère, le texte réglementaire. Il y a aussi le microcrédit qu'on a tendance à négliger. Au niveau mondial, il a montré, on va dire, son efficacité. Déjà, localement, en Algérie, on a fait une étude sur les différents dispositifs d'aide aux emplois. On a découvert, surpris, que l'ONGEM, qui est spécialisée dans le microcrédit, elle a reçu à peine 4% de toutes les ressources affectées à ces systèmes. Elle a créé le double d'emploi du système de l'ANSEJ et de la CNAC. D'ailleurs, vous demandez à ce que la CNAC revienne aux allocations exactement, chômage. la CNAC revienne aux allocations chômage. Sa mission d'allocation chômage. L'ANSEJ qui a été fait, qu'elle devienne un peu elle finance les entrepreneurs, donc c'est très bien, donc le changement d'appellation. Mais le microcrédit doit être développé d'une manière efficace, toujours dans le cadre du financement du développement local. Parce que là, on va se retrouver avec des petits projets dans différentes régions du pays. Il y a aussi le leasing sur lesquels on a, même le plan d'action en parle. Voilà, donc il y a aussi un volet sur lequel malheureusement on ne travaille pas assez. Tout ce qui est financement de cette transition énergétique, tout ce qui est, on va dire, énergie renouvelable, il y a un circuit de financement au niveau international qui s'appelle la finance climatique. Et ce qui est intéressant dans la finance climatique, en fait, au niveau international, ce qu'on reçoit comme financement internationaux, généralement, c'est des dons ou des crédits, ce qu'on appelle concessionnels, c'est-à-dire des crédits à long terme avec des taux d'intérêt faibles, pour aider l'Algérie à atteindre ses objectifs. Mais les dons, je pense qu'ils sont... Pardon ?
Quand on reçoit des dons, une entreprise a le droit de recevoir des dons En fait, c'est institutionnel. C'est institutionnel, généralement. Donc, ce n'est pas, voilà, ce n'est pas des financements extérieurs. Donc ça rentre dans la politique internationale. Donc voilà, et puis ça permet de créer du développement durable. Donc quand on dit développement durable, donc développement local, et ça crée, on va dire, donc il y a moyen de trouver d'autres ressources financières. Il y a des fonds, il faut encourager certaines entreprises dans le secteur privé et public qui sont performantes à créer des fonds d'investissement. Rien n'empêche que les champions de créer des banques privées. On a des champions dans le secteur privé d'aller vers les banques privées. La loi le permet aujourd'hui. Voilà, donc il faut y aller vers cela, parce que c'est des finances aussi qui sont importantes. Il y a l'État qui doit être accompagnateur et facilitateur de l'acte d'investir, mais il y a aussi l'aspect financier qui est, on va dire, névralgique pour accompagner ce plan d'action. D'ailleurs, pour reprendre une des déclarations du ministère de l'Industrie, qui disait qu'afin de sauver les entreprises publiques industrielles qui se trouvent dans une situation financière délicate, on compte aller vers l'encouragement des partenariats publics privés et éviter une privatisation qui risque de provoquer une effervescence sociale. Mais il faut penser aujourd'hui à aller vers le public-privé. Oui, mais en fait, le partenariat public-privé, c'est un ancien concept aujourd'hui. On a vu, parfois il a réussi, mais en grande majorité, l'expérience un peu des 10 dernières années ou des 20 dernières années n'était pas forcément une expérience qui était pour encore dupliquer ce modèle. C'est un modèle, la question du partenariat reste entre les partenaires. En fait, il y a un investisseur, mais il faudrait aussi être attractif pour pouvoir capter l'investisseur. La question se pose sur une partie des entreprises publiques qui sont déjà déficitaires depuis plusieurs années. Il y en a d'autres, bien entendu, et tant mieux que d'autres gagnent et travaillent. Et là, il y a l'intérêt de parler du PPP. Mais la question de l'assainissement au préalable des entreprises, qu'est-ce qu'on appelle l'entreprise qui peut aller vers le PPP ou pas. Et il y a aussi la notion du PPP vers le privé, le partenariat privé-privé. Très peu de gens le font. C'est du financement. On ne sait pas en Algérie s'associer entre nous. On s'est très peu associé entre nous. Alors la question du développement ailleurs, quand on a un start-upper ou un porteur de projet ou une entreprise tout simplement qui veut se développer, elle va d'abord chercher autour d'elle le financement avant d'aller vers le système financier, malgré l'existence. C'est un problème de mentalité, de culture. En fait, c'est un problème de mentalité. C'était, en fait, traditionnellement, dès qu'on a besoin de financement, on part à la banque. Ça a toujours été comme ça. Tant mieux aujourd'hui que la bourse essaye malgré tout. La bourse, voilà une autre question. Malgré tout, d'activer. Et puis, en fait, il faut inculquer la question de la diversification des sources de financement autres que la banque. Mon ami a parlé de fonds d'investissement à créer, de banques à créer, mais oui, la question des banques à créer est importante. C'est le seul pays aujourd'hui, pratiquement dans la région, ou pratiquement au monde, où il n'y a pas de banque privée à capitaux nationaux privés, banque privée aux capitaux privés. Il faut aller vers ça, sauf que vous avez 20 milliards de dinars pour créer une banque, c'est pratiquement 130 ou 140 millions d'euros, c'est très difficile à les mobiliser. Peut-être il faut revoir cette question, diviser en deux, et puis laisser le temps pour que les entreprises puissent aussi s'associer entre elles et créer des banques, fonds d'investissement, toutes sortes aujourd'hui. L'heure aujourd'hui est venue à la diversification du capital et des sources de financement en posant la question du financement étranger pour l'économie. Le risque doit être pris par l'entreprise. La question du crédit acheteur, la question du crédit fournisseur doivent répondre aujourd'hui la réalité. Le monde, il y a énormément de crises et la crise, c'est des opportunités qui s'ouvrent aujourd'hui. Vous avez des usines qui ont fonctionné une année, qui peuvent se vendre au tiers de leur valeur. Et beaucoup de pays profitent de cet élan-là. La question de la colocalisation, la question du financement fournisseur. Toutes ces questions doivent réellement être... On parle beaucoup de se tourner vers l'Afrique. Il y a des modèles africains qui ont très bien réussi. Si on doit prendre l'Éthiopie, on doit prendre d'autres pays qui ont réussi un modèle économique. Rwanda et tout. Nous avons aussi d'autres ressources financières qu'on peut utiliser, en fait, qui sont pour le moment informelles, mais qu'on peut rendre formelles rapidement, mais avec une stratégie intelligente. C'est tout ce qui est dans la masse monétaire fiduciaire qui atteint le niveau de 6 milliards de dinars. Vous allez me dire, oui, les 6 milliards de dinars, comment les capter? Bon, il y a la piste de la finance islamique qui a été initiée, ça commence à donner certains fruits. 6 milliards de dinars 6 000 milliards de dinars. Ah oui, le marché informel. La masse monétaire. Mais nous avons
réfléchi, nous avons développé en fait, une idée que nous pensons importante. En fait, si on n'agit pas, le secteur informel peut prendre de l'ampleur. C'est là qu'il faut agir. Nous avons réfléchi, c'est la grande... Parce que lui n'a pas été touché par la crise. Exactement. Nous avons réfléchi pourquoi cette masse monétaire, quand elle est produite par le secteur bancaire, pourquoi elle se retrouve in fine au niveau de la sphère informelle. Parce qu'en fait, le circuit de distribution en Algérie, il est, on va dire, phagocyté, il est dominé par le détaillant. Lorsqu'on regarde le circuit de distribution, que ce soit de l'agroalimentaire, des produits agricoles, en fait, on se trouve avec une norme en Algérie, 97%, il est au niveau du détail. Il n'y a que 3% dans la grande distribution. Quand on regarde les pays développés, on se trouve avec 75% dans la grande distribution. Et la grande distribution, quel est son intérêt? C'est qu'elle ramasse ces masses salariales, elle les reverse au niveau du secteur bancaire. Alors que maintenant, quand elles sortent, elles restent dans le formel. Donc si on crée encore un couple, on va dire vertueux, on ajoute le e-payment avec le développement de la grande distribution, ça permettrait d'une manière significative que cette masse soit captée et utilisée dans le plan de développement. Le bémol, c'est le coût fiscal. Le coût fiscal en Algérie, il est terrible. Nous l'avons calculé sur les bénéfices bruts que dégagent les entreprises. Pour le secteur du commercial, c'est 50%. Pour l'industrie, c'est 42%, excusez-moi, et 47% pour le BTPH. Alors que la grande distribution paye 50% sur le bénéfice brut de la TVA, alors que le détaillant paye 5% et généralement, il le paye d'une manière minorée. Donc il faut réfléchir à réduire le coût fiscal. Ça peut aussi attirer cette masse financière. C'est ce qui est recommandé, de toute façon, depuis longtemps par la CAPSEM. Je vais donner quand même la parole à M. Hachir. Vous avez entendu les débats sur le plateau, vous voulez certainement réagir sur ce qui a été dit. Monsieur Hachir, vous êtes toujours avec nous? Oui, je vous entends. Oui, alors je vous disais, vous voulez réagir sur ce qui a été dit à l'instant sur ce plateau par M. Assad, par M. Agli, qui parlait de trouver d'autres ressources de financement, que les idées ne manquaient pas, qu'il y avait d'autres moyens d'y aller. Il fallait juste rendre les choses plus formelles. Oui, tout à fait. On a besoin d'une formalisation ou même d'une institutionnalisation. Comme les banques privées, et on en parlait. Oui, une institutionnalisation des pratiques économiques informelles ou même des pratiques économiques solidaires. Nous avons le dernier bilan de la Banque d'Algérie qui date de avril 2021 a mentionné 6 463 milliards de dinars de monnaie fiduciaire. Cela montre environ 34% de la masse monétaire globale. Donc cela montre que les ressources existent mais qui échappent au circuit officiel, au circuit bancaire et monétaire officiel. Donc là, il faudrait agir fondamentalement par la mise en place d'institutions fortes. Il faut qu'il y ait des institutions économiques de l'État très fortes, comme l'administration des impôts, comme la régulation de la Banque d'Algérie avec sa régulation, ainsi que, bien sûr, les banques publiques et les banques privées. Donc, tout ce maillage institutionnel doit être fort, efficace et intelligent. Après, nous avons beaucoup de possibilités de diversification financière, d'institutionnalisation, que ce soit pour l'inclusion progressive de tout ce qui est finance informelle, ou bien la valorisation et l'institutionnalisation des pratiques de financement solidaire qui participent bien sûr dans le développement économique et surtout des territoires. Donc globalement, on revient toujours à la question de l'encadrement juridique et institutionnel qu'il faut instaurer, c'est-à-dire qu'il faut consolider davantage parce que même dans l'informel, il y a 6 000 milliards de dinars qui circulent dans l'informel. Mais cet informel, il faut savoir une chose, qu'il est rationnel, qu'il est utilitariste, c'est-à-dire il cherche à maximiser le profit dans l'informel. C'est pour cette raison qu'il faut qu'il y ait de la régulation de l'État et il faut qu'il y ait de la contrainte également de l'État pour pouvoir formaliser, institutionnaliser et ramener les gens à payer des impôts, donc faire gagner au trésor public aussi en termes de fiscalité ordinaire. Donc voilà, donc il y a toujours une approche politique et institutionnelle avant d'arriver à l'approche technique et économique. C'est pour cette raison que même le président de la République a parlé de la nécessité d'asseoir l'état de droit, parce qu'il faut l'état de droit. L'état de droit, c'est des institutions fortes aussi, sur le plan politique, et sur le plan économique, sur le plan des droits de l'homme, etc. Donc tout cet environnement juridico-institutionnel, politique, même social, qui contribue réellement à l'attractivité des territoires, à l'inclusion de l'investissement, à instaurer la confiance entre tous les acteurs et entre l'État et les acteurs économiques
ou les acteurs de la société civile. Donc, c'est des fondamentaux réellement, c'est des préalables, je vais dire, c'est des préalables. Donc, il faut y aller vers ces préalables avant même d'y aller vers le contrôle préalable. Donc, nous sommes dans le contrôle préalable donc, qui bloque un peu l'initiative, que ce soit dans les collectivités locales ou bien dans l'acte d'investir. Donc, on demande 13 autorisations, 13 signatures pour démarrer un petit projet. Donc, il fallait instaurer la confiance, contrôler a posteriori et baser notre économie sur des relations de confiance et sur des relations de régulation de l'État. Et une régulation qui doit être formelle, qui doit être intelligible, qui doit être acceptée. On parlait même de créer des jurisprudences. Et par la société civile. Et justement, pour le développement local, on a parlé un peu de ça, on doit parler un peu de ça. Oui. Donc, il y a des outils d'aménagement de territoire. Parce que même l'investissement, l'attractivité d'une wilaya, ou bien créer des zones d'attractivité, des pôles industriels, les vocations des wilayas, des zones. Tout ça doit être aussi, nous avons quand même la loi 01-20 relative à l'aménagement territorial durable qui définit quand même, qui donne des outils assez intéressants pour orienter la croissance et le développement durable dans tous les territoires de notre pays et au niveau des wilayas à travers des plans d'aménagement de wilayas. Et pour rééquilibrer le développement au niveau des wilayas, rattraper aussi le développement parce qu'il y a un besoin d'équité. On parle même de 15 wilayas qui sont très en retard en termes de développement. Et lorsqu'on parle de retard en développement, cela veut dire qu'il n'y a pas de création de richesse, il n'y a pas de croissance, il n'y a pas d'emploi. Donc il y a pauvreté. Et parce que même Monsieur Achir, aujourd'hui, quand on parle d'investissement, quand on parle par exemple du secteur agricole qui émerge un peu en Algérie, on a besoin d'assiettes foncières, on a besoin d'usines de transformation. C'est surtout le problème du foncier qui pose problème et qui reste bloqué au niveau des wilayas. Aujourd'hui, vous parlez du CalPIREF qui devait justement fluidifier tout ça, qui ne fonctionne pas. Il faut aujourd'hui également faciliter l'octroi ou mettre carrément des assiettes foncières clés en main. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut aussi la viabiliser, il faut préparer le terrain à tout cela. Tout à fait. Il faut changer d'approche par rapport à la question du foncier industriel. Parce que ce n'est pas réellement la rareté du foncier, y compris dans les wilayas qui sont réputés d'exiguïté de territoire ou bien de territoire montagneux. Réellement, les réserves foncières industrielles existent, mais il faut qu'il y ait une utilisation rationnelle de l'espace. C'est la rationalisation de l'utilisation de l'espace dédié à l'industrie ou bien à l'investissement. Donc, nous avons des zones... Une cinquantaine de zones industrielles auraient dû être réalisées, qui n'ont pas été faites. Il y a pratiquement toutes les communes ont créé leurs petites zones d'activité, 30 hectares, 35 hectares, jusqu'à 50 hectares. Il y a d'autres qui ont créé des zones de 100 hectares. Mais le problème, il y a des chevauchements. Il y a l'ambiguïté déjà en termes de la propriété du foncier industriel, d'activité, en termes d'intervention intersectorielle, on ne sait pas qui. Est-ce que c'est l'agence foncière, c'est les domaines, c'est la commune, c'est la direction de l'industrie avec des vendus ou bien ces agences. Donc, il faut mettre l'ordre dans ces zones industrielles et surtout, il y a l'élément très important qui doit être en amont de cet aménagement de ces zones industrielles, même avec la création de la prochaine agence qui sera dédiée aux fonciers industriels. Donc, il faut réhabiliter le rôle de la direction d'urbanisme au niveau c'est-à-dire de la définition des vocations du foncier, que ce soit le foncier urbain, le foncier industriel ou le foncier agricole. Donc il y a tout un travail. Et tout ça réellement, si on revient aux outils d'aménagement du wilaya, le plan d'aménagement du wilaya, bien sûr qui s'inscrit... Très rapidement, s'il vous plaît, M. Achir, on arrive à la fin. D'aménagement de territoire, on retrouve théoriquement tous ces schémas d'aménagement, tous ces outils, on les retrouve. Mais maintenant, il faut les appliquer. Pour les appliquer, il faudrait des textes d'application très clairs. Il faut éviter les ambiguïtés, les chevauchements et bien sûr les confusions en termes de prérogatives, d'attribution et de compétences. Merci. Voilà, on va réagir sur ça pour le dernier mot. Il nous reste 2 minutes pour clore cette émission. Le foncier industriel, on sait qu'il y a une agence qui devrait être créée. C'est le gros problème aujourd'hui pour un investisseur. Elle doit être aussi aménagée. Il y a le SNAT qui doit être réhabilité et les textes d'application qui doivent suivre, évidemment.
En fait, deux leviers de croissance importants pour que l'État a entre ses mains, qui sont d'abord l'aspect fiscal, tous les avantages fiscaux pour promouvoir un peu le développement local. Oui. Et le deuxième principal point aussi, qui est le foncier. Le foncier aujourd'hui, on parle du problème de foncier depuis toujours. Oui. Depuis toujours. Tous les gouvernements ont essayé de régler ça, mais malheureusement, à chaque fois, il y a de l'insuffisance, il y a beaucoup de travail qui a été fait. Mais une question peut-être qui nous ramène à la question que vous avez posée tout à l'heure, en lien partenaires public-privé, beaucoup de fonciers et propriétés justement des entreprises publiques. On voit parfois 50% des zones industrielles où c'est des parcs à perte de vue, des terrains vides qui sont propriétés des actifs. Là, il y a matière réellement de faire du PPP avec ces entreprises publiques. En fait, il faut une évaluation globale. C'est des zones viabilisées, prêtes à recevoir tout de suite des investissements, et parfois c'est des zones à des dizaines d'hectares qui sont viabilisées, clôturées, sécurisées et prêtes à recevoir. Alors c'est du terrain qui crée aucune valeur ajoutée ni crée de la richesse pour le public. Il faut l'exploiter. Et là, la question du PPP d'une évaluation réelle de ce qu'il y a, de ce qu'il n'y a pas, de ce qu'il faut faire, chiffrer. C'est ce qui nous manque aujourd'hui, des données. C'est les données. L'information, le chiffrage, déjà, l'opportunité dont a parlé M. Agri est très intéressante. Il y a déjà. Donc, il faut agir. Pour être efficace, c'est la rapidité par rapport au... Numériser aussi, rendre l'information accessible. Ah oui, vous savez, 80% de la richesse mondiale est créée par une information anticipée. Oui. Si on est informé, on crée de la valeur. Si on n'a pas de l'information, malheureusement, on n'avance pas. Là, il y a de l'information. On est dans le flou encore et dans l'opacité. Industriel qui est disponible. Vous avez juste à côté d'Alger, ici, les 2000. Donc, agissons pour aller rapidement. Et puis, donc, là, c'est la première entrave. Il y a aussi l'aspect financier. Il faut agir vite par rapport à ces problématiques. Donc, on pourrait aller vers le partenariat. Ah oui, c'est une des solutions. Mais il faut que ce terrain-là permet la création de richesse. En fait, tout le but, toute notre ressource aujourd'hui, c'est pour créer de la richesse, pour arriver à un but suprême dont on a parlé tout à l'heure, justice sociale, préservation de l'emploi, reprise de pouvoir d'achat, qui garantit certainement une justice sociale. Parce que sans ça, c'est vrai qu'on va avancer, mais on va reculer à un certain moment. En fait, c'est une chaîne. C'est une chaîne. Dès qu'il y a un maillon qui ne va pas, tout le reste s'écroule. Tout à fait. Et il faudrait agir en amont, bien sûr, pour relancer toute cette économie que l'on espère aujourd'hui. Une dernière question, peut-être sur l'état des entreprises algériennes aujourd'hui. Dans quelle situation se trouve-t-elle ? Écoutez, l'État, à l'instar du reste de la planète, aujourd'hui, ce qui nous rassure, c'est qu'on est tous dans la même situation. C'est quand on parle de difficultés, qu'on en parlait avec Elles ont été sévèrement touchées quand même. Italiens ou asiatiques. Tous les pays du monde ont été sévèrement, et on a vu beaucoup de pays forts qui étaient très censés être développés, exemplaires, pratiquement arrivés à genoux. La situation économique en Algérie, elle est aussi catastrophique. Elle est aussi l'économie est en berne depuis 3 années, rappelez-vous. Il n'y a pas que le Covid. Le redémarrage était compliqué. Aujourd'hui, il faut réellement reprendre vite. Reprendre, quand je dis vite, tout en étant mesuré. C'est tout de suite. Et ne pas confondre vitesse et précipitation. Mais aller vite. Excusez-moi, il y a des secteurs qui sont résilients, donc tout ce qui est agro-industrie, tout ce qui est pharmaceutique, c'est là justement où il y a des opportunités. Là, la transformation agricole localement, il faut qu'elle soit développée rapidement. On a des excédents agricoles. Nous sommes le 15e producteur de pommes de terre au monde. L'Algérie est le 15e producteur de pommes de terre. Il faut transformer ces excédents agricoles, la pomme de terre, l'oignon, la tomate aussi. Aller vers les unités de transformation. Il faut aller vers ça pour assurer notre sécurité alimentaire. Donc là, c'est les domaines résilients. Bien sûr, il y a certains domaines comme le BTPH. En fait, toutes les activités cycliques, comme on les appelle dans l'économie, souffrent de la pandémie et de la crise économique. Le tourisme qui a été impacté méchamment par cette crise de Covid. Un dernier mot, M. Achille, pour clore cette émission. Il vous revient. Oui, juste par rapport aux actifs excédentaires fonciers des entreprises publiques, moi, du moment qu'on parle maintenant de l'ouverture du capital social des entreprises publiques et des banques publiques, donc je crois que pour éviter la spéculation aussi par rapport à ces actifs fonciers des entreprises publiques, parce que réellement, pour l'instant, pour certaines entreprises publiques déstructurées, il n'en reste que cette valeur réellement. Donc, il faudrait... Finalement, il a fini son dernier mot sur... Ça s'est coupé, oui. Sur partenariat public-privé pour ne pas spéculer par rapport à ce foncier.
Merci, hein. Merci Monsieur Hachir. Merci à vous, messieurs, d'avoir participé à cette émission, de nous avoir éclairé sur la situation. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Très bonne fin de soirée sur Canal Algérie. Je vous retrouve mercredi.